Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la revue de presse grand format pour le décryptage des sujets qui ont marqué l'actualité en Côte d'Ivoire. Dans la semaine du lundi 30 août au vendredi 3 septembre 2021, un invité avec nous sur ce plateau, César Ebroquier, il est journaliste au quotidien Notre Voix. César, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors, mettez-vous à l'aise. On va, pendant 52 minutes, disséquer l'actualité ensemble. On va évoquer plusieurs sujets, notamment la rencontre entre Laurent Gbagbo et le peuple ouai. On va parler également des intentions de candidature de Jean-Luc Bion à la présidentielle de 2025. On va parler également de l'affaire de reconstitution d'actes de viol sur NCI. Et puis, on va évoquer la succession de Paul Biya à la tête du Cameroun pendant 52 minutes. Ainsi, planter le décor, on va partir sans plus tarder pour la synthèse de la semaine. Le journal L'Avenir, à propos de la rencontre entre Laurent Gbagbo et le peuple ouai, affiche sur sa une ceci: le discours dangereux de l'ex-chef d'État sur la cohésion nationale. Mépris et dédain pour toutes les victimes des crises, lit-on à la suite de ce titre. Sur le même sujet, le Nouveau Réveil transcrit les propos de Laurent Gbagbo qui dit: si on attaque les ouais pour leur forêt, c'est grave. Le pays ouai est un pays martyr. On doit pouvoir faire la politique sans qu'il n'y ait de morts. Depuis hier, lundi 30 août 2021, le pays tout entier est en émoi après une imitation de viol faite par un violeur repenti sur la télé NCI, chose qui a suscité, comme le dit Afrique sur 7, l'indignation générale. Afrique Soir revient sur ce fait et nous présente à sa une les propos de l'artiste chanteuse Priska, en colère, qui dit « La culture du buzz est en train de détruire la Côte d'Ivoire ». Connexion ivoirienne nous apprend ce matin que la vaccination contre la Covid-19 devient obligatoire pour les ministres et tout leur personnel de cabinet. Afrique sur 7 nous informe que le mythique animateur des Miss Côte d'Ivoire depuis de longues années, Yves Dembella, sera finalement écarté de la présentation en 2021. Le site Kwasi fait mieux en nous indiquant que la pression des sponsors du Comici a amené la dite organisation à suspendre sa collaboration avec Yves Dembella. Il y a quelques semaines, un cas d'Ebola avait été annoncé en Côte d'Ivoire. Connexion ivoirienne nous apprend aujourd'hui à sa une que cela est une erreur du ministère de la Santé et que la malade souffrirait d'autre chose que l'Ebola. Cette annonce est d'autant plus renforcée par Fraternité Matin qui lui aussi affirme que ce cas d'Ebola n'est pas avéré et que le ministre de la Santé, Pierre Demba, a tenu une conférence de presse hier. Commençons par l'intelligent d'Abidjan qui présente à sa une des propos d'Aoussou Jado, président du Sénat. Le PDCI appartient autant à Bédié qu'à Alassane Ouattara. Le Fraternité Matin met en avant un important jugement découvert, il s'agit du pétrole et du gaz. Le site Afrique sur 7 abonde dans le même sens, découverte d'un important gisement de pétrole et de gaz. L'expression tire la sonnette d'alarme en inscrivant pourquoi le RHDP doit renouer avec le terrain. Nouveau Réveil questionne quelle alliance pour le PDCI RDA en 2025. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, a rencontré le peuple ouai. C'était dans son village natal à Mama, le samedi 28 août 2021. Alors César, quel est le sens que vous donnez à cette rencontre entre Laurent Gbagbo et le peuple ouai? Alors merci. Je voulais d'abord relever que cette rencontre a soulevé une polémique. Certaines personnes ont estimé que Laurent Gbagbo devait plutôt se rendre chez les ouai, plutôt que ce soit les ouai qui viennent rendre visite au président Gbagbo. Mais je pense que du point de vue de l'histoire, par rapport à ce qui s'est passé en 2011, on sait que dans cette partie de la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de massacres, il y a eu beaucoup de tueries. Il aurait été, je suis d'accord avec ceux qui pensent que le président Gbagbo devait être le premier, devait être celui-là qui se rendait auprès des populations ouai. Pourquoi? Je pense que ça allait donner plus de poids à cette visite. Parce que justement, vous savez que dans cette partie de la Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de militants, beaucoup de personnes qui se reconnaissaient en la personne du président Gbagbo. Et on sait ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de tueries
Et donc, depuis le 11 avril, ça fait plus de 10 ans, le président Gbagbo a été acquitté, il est revenu au pays. Et je pense que pour la mémoire des victimes, et c'était ça, de mon point de vue, c'était ça, l'enjeu même de cette rencontre. Il aurait été souhaitable que le président Gbagbo se déplace en personne auprès des populations. Alors, des gens ont évoqué que cette rencontre avait un enjeu politique. Vous le pensez aussi? Oui, cette rencontre avait un enjeu politique. C'était quoi l'enjeu? L'enjeu dans cette rencontre, comme je le disais tantôt, après ce qui s'est passé en 2010-2011, après les tueries, on attendait de voir, après le retour du président Gbagbo, quel va être son message à l'égard des Oué. Mais là, ce qui s'est passé, c'est plutôt les Oué qui sont venus souhaiter bonne arrivée et dire un peu leur compassion au président Gbagbo. Lui-même, il a dit qu'il allait se rendre plus tard auprès des populations. On attend de voir ce que ça va donner. Mais je pense que, au risque de me répéter, du point de vue de l'histoire, il aurait été souhaitable que le président Gbagbo lui-même se rendre auprès des populations. C'est une zone qui est reconnue pour être très proche, très favorable à Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pensez qu'avec cette rencontre, Laurent Gbagbo avait l'intention vraiment de capitaliser, de se focaliser sur ce peuple-là pour rebondir à nouveau sur la scène politique ivoirienne? Non, ce n'est pas mon analyse. Le président Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Je pense que là, il est dans une dynamique de dit un peu saluer la population. C'est vrai qu'il a, sur le plan politique, il a annoncé la création d'un nouveau parti. Mais sur ce coup, je pense que le message, c'était de dire un peu Yako aux populations. C'est vrai que les populations se sont rendues à Mama, mais c'était véritablement ça. Ce n'est pas tout de suite un Laurent Gbagbo qui cherche à... C'était juste pour voilà, exprimer sa compassion. Tout à fait, à ce tout à fait. Alors, à cette rencontre, il y avait une absence de taille. C'est celle de Mme Simone Gbagbo. Elle, au sujet de qui on se pose beaucoup de questions relativement à son avenir politique. Comment on peut expliquer cette absence? Oui, mais ça se comprend puisque depuis ce qui s'est passé, le discours du président Gbagbo qui a annoncé la création de son parti, tout le monde sait que Simone, depuis le retour du président Gbagbo, n'est plus dans la même posture au FPI. Et donc, quand le président Gbagbo reçoit les Oué, on peut comprendre très bien que là, c'est vrai que Simone a été une personnalité très importante au FPI. Mais là, c'est le président Gbagbo, c'est chez lui, c'est une visite privée. Hein. C'est vrai que c'est un homme politique, mais les Oué se sont rendus donc, chez le président Gbagbo à Mama. L'absence de Simone peut s'expliquer par le fait que non seulement elle n'est plus sur la même longueur d'onde que le président du point de vue politique, mais aussi, vous savez que le président a présenté sa femme, Nadi Bamba, que tout le monde connaît maintenant comme son épouse. Alors, voilà. Laurent Gbagbo et Simone, si jamais il arrive que les deux se séparent politiquement, qui gagne, qui perd? Ben là, je ne pense pas que... est-ce qu'on peut dire qui gagne, qui perd? Ça dépend de sous quel angle on fait l'analyse. Mais du point de vue politique, je pense qu'aujourd'hui, dans le milieu des Gors, on va dire comme ça, des Gbagbo-ouriens, l'on a fini par accepter qu'on peut continuer la marche sans Simone. Donc à ce niveau-là, je ne pense pas qu'il soit dans cet état d'esprit. Voilà. Alors, à cette rencontre, il y avait une délégation du PDCI qui était conduite par le ministre Nyonté Désiré, député de Taï, Do Simon, député de Bangolo sous-préfecture, président du groupe parlementaire PDCI-RDA et Denis Kazian, maire de Toulepleu. Faut-il voir que le PDCI a choisi son camp dans cette division qui règne au sein du FPI? On a un camp à Finguessan, on a un camp Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il faut comprendre par cette présence du PDCI que le PDCI a choisi son camp, notamment le camp Gbagbo? Mais depuis longtemps, je pense que le PDCI a clairement dit qu'il marchait désormais avec le président, le camp Gbagbo, au détriment du camp Afi. Ce n'est pas la présence à cette visite-là
qui va sceller le choix du PDCI. Le choix du PDCI est fait, à moins qu'il y ait une nouvelle évolution. Pour ce qu'on sait, quand on regarde l'évolution des choses, on sait que le PDCI, depuis quelque temps, a opté clairement pour faire tandem avec le camp Gbagbo-Ourien. Finalement, qu'est-ce qui reste pour Afin N'Guessan? Afin N'Guessan peut faire quoi finalement sur la scène politique? Si le PDCI a choisi d'aller avec le FPI de Gbagbo, et puis en face il y a le RHDP qui n'est pas un petit parti politique, qu'est-ce que Afin N'Guessan tout seul peut faire maintenant? Oui, mais en politique, le président Afi a dit que le tout, ce n'est pas de suivre les autres, c'est d'abord de tracer sa voie, de faire son chemin. Et le président Afi va faire son chemin, je pense. Il n'a pas le choix de toutes les façons. Il a sa voie et il va continuer, dans cette dynamique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir que le paysage politique est en train de se redéfinir. Et donc, des personnalités comme Afin N'Guessan, même en dehors du FPI, je pense qu'il y a des gens qui éprouvent ces idées. Et donc, je pense qu'il va faire son bonhomme de chemin. Je ne crois pas que parce que aujourd'hui, il n'est plus en odeur de sainteté avec X ou Y, donc sa carrière va s'arrêter à là. Peut-être même que ça va être une occasion pour lui de s'exprimer davantage, d'être plus visible sur le champ politique. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui cette séparation entre Laurent Gbagbo et Afin N'Guessan? Vous l'auriez voulu? Personnellement, je pense que le problème ne se pose pas à moi, à mon niveau, mais je pense que pour quelqu'un qui a suivi un peu l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, qui a vu le président Afi main dans la main avec le président Gbagbo, on peut avoir des regrets parce que c'est tout de même une séparation. Mais je pense que ce n'est pas une fin en soi. En politique, on ne dit jamais, jamais. Rien ne nous dit que demain, Afi ne va pas se retrouver avec Gbagbo. Lui-même, il a dit à sa conférence de presse, qui sait si demain, le FPI et le nouveau parti vont se retrouver dans une alliance en 2025. Alors, on va parler du PDCI RDA avec Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif chargé de l'information, de la communication et de la propagande. Et depuis quelque temps, il ne cesse de manifester des intentions de candidature à la présidentielle de 2025 sous la bannière du PDCI. Déjà, comment vous analysez ces sorties de ces derniers temps? Alors, Jean-Louis Billon est dans sa logique depuis... à la faveur des élections de 2020, déjà à la présidentielle 2020, il s'était déjà manifesté. Et je pense que là, après le cap de 2020, on s'achemine, on va vers 2025. Et donc c'est normal. Je pense qu'il a des intentions et c'est normal qu'il exprime ses intentions. Il a des intentions. Est-ce qu'il a des chances d'être le candidat du PDCI à cette présidentielle de 2025? Ben oui et non. Oui, parce que je pense que dans le PDCI, compte tenu du fait qu'il soit relativement jeune, qu'il incarne une certaine nouveauté, ben, il y a des gens qui se reconnaissent en lui, mais non aussi parce que il y a des personnes qui ont des griefs contre Jean-Louis Billon. Et donc, ça va se jouer certainement à la dernière minute, parce qu'au PDCI, je pense qu'il y a des velléités de candidature pour 2025. Et donc, au fur et à mesure qu'on va approcher l'échéance, beaucoup de personnes vont se manifester. Et donc, à partir de là, je pense qu'on verra comment les choses vont évoluer. Alors, en 2020, vous l'avez signifié, il avait montré sa volonté d'être candidat. Tout à fait. Au dernier moment, il s'est rétracté. Ouais. Est-ce que pour cette présidentielle de 2025, vous pensez que Jean-Louis Billon ira jusqu'au bout? Est-ce qu'il a ce courage d'aller jusqu'au bout? Ben, comme je l'ai dit, il est encore trop tôt de tirer toute conclusion par rapport à Jean-Louis Billon, parce que notre environnement politique est très dynamique. Et comme je le dis, le PDCI est un parti, c'est un parti qui est en plein, j'allais dire, un parti qui vit. Et donc, je pense qu'il y aura beaucoup de velléités. Vous citez Jean-Louis Billon, mais il y a d'autres noms qui sont avancés. Est-ce que vous au en niveau savez? du PDCI.
je pense qu'au fur et à mesure que les choses vont évoluer et qu'on va approcher l'échéance de 2025, on sera situés, les uns et les autres seront situés. Alors, on va parler de Aoussou Jano, cadre du RHDP, par ailleurs président du Sénat, qui est en tournée à Didiévi, son département. Et il a signifié que le PDCI appartient autant à Henri Konan Bédié et qu'au président Alassane Ouattara. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie? Comment vous comprenez ces propos? Non, mais je pense qu'il est tout à fait dans sa logique. Parce que Aoussou a toujours été pour que le PDCI se fonde dans le nouveau parti, le RHDP. C'est sa position. Et lorsqu'il tient ses propos, c'est justement à ça qu'il fait allusion. Pour lui, le président Bédié et le président Ouattara sont des enfants de Faux-Boigny et donc ils doivent se retrouver dans le même parti qui est le PDCI. Enfin, mais quand il parle de PDCI, il parle plutôt du RHDP, qui pour lui a une autre appellation du PDCI. Et donc, c'est sa position qu'il défend et à travers ses propos, c'est le message qu'il fait passer. Alors, est-ce que ça sera possible? Est-ce qu'il pourra réaliser ce rêve de ramener le président Bédié au RHDP après son départ en 2018? Encore une fois, tout est possible. Nous approchons, c'est vrai qu'on est en 2021, il reste encore du temps pour qu'on arrive à 2025. Mais d'ici là, je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de choses. Et donc, l'évolution de la situation va donc déterminer toutes ces questions. Voilà. La presse a fait aussi écho d'une guerre par personne interposée entre Aoussou Jano et Brice Kouassi, qui est aussi fils du département de Didiévi. Vous expliquez ça comment? Une guerre interposée en deux cadres du RHDP à Didiévi. Oui, ce n'est pas nouveau sous les cieux ici en Côte d'Ivoire. Vous savez que les deux personnalités sont pratiquement dans la même sphère, dans la même région. Et donc, chacun veut se positionner, chacun lutte pour se positionner. Parler de guerre, je pense que c'est trop dit, mais je pense que c'est une lutte de positionnement entre Brice et Aoussou. Et voilà. Quelles conséquences pour le RHDP, cette lutte de positionnement? Ben, pour le moment, je pense qu'il n'y a pas grande conséquence. Ça risque pas de fragiliser le parti? Puisque les autres forces politiques qui devraient quand même apporter la réplique, pour le moment, ne se signalent pas véritablement dans cette région. Et je pense que le RHDP s'en tire à bon compte. Voilà, c'est ce qu'on peut dire pour le moment. Alors, le vaccin contre le Covid-19 a été rendu obligatoire pour tous les ministres et tout le personnel de leur cabinet. Selon le communiqué produit à cet effet, cela doit être fait avant la reprise des activités du gouvernement prévue la semaine prochaine. Comment réagissez-vous à cette note? C'est une suite logique de mon point de vue à tout ce qui s'est passé jusque-là. Paix à son âme, Amadou Gon avait été en contact avec quelqu'un qui avait la Covid. Je crois que son successeur aussi a eu le même problème. Récemment, le président de la République, lui aussi, a eu des contacts avec des personnes qui étaient soupçonnées. Et je crois qu'il y a le ministre de la Défense aussi qui a eu le même problème. Et donc, au vu de cette situation, je pense que c'est vraiment logique que le gouvernement prenne des décisions pour dire que les membres du gouvernement doivent dorénavant se faire vacciner. Alors, au-delà des membres du gouvernement, est-ce qu'il faut rendre obligatoire cette vaccination pour toute la population? Je ne pense pas que ça va produire vraiment de bons résultats, parce que c'est vrai que dans la population, jusque-là, il y a beaucoup d'idées qui se font sur la pandémie, mais il faut trouver d'autres astuces, parce que c'est vrai, les pandémies ont cette caractéristique-là de susciter des polémiques, des rumeurs. Alors, si ce n'est pas bien géré, qu'on veut imposer son dictat, je crains que ça ne débouche sur autre chose. Je pense qu'il faut continuer les campagnes de sensibilisation, de sorte à convaincre les uns et les autres à aller se faire vacciner.
Parce que là, je pense que pour le moment, c'est la meilleure façon de se protéger contre cette maladie. Alors, il y a également quelques semaines, un cas Ebola avait été déclaré en Côte d'Ivoire et le mercredi 2 septembre 2021, par voie de presse, on a appris que la malade ne souffrait pas de cette maladie. Elle souffrirait plutôt d'une autre maladie. Une erreur médicale que vous expliquez comment? Ben, c'est une erreur. C'est une erreur. Mais, elle est grave. Ben, ça arrive hein, dans tout métier. Je pense que on peut commettre des erreurs. Je peux même dire que ça a démontré aussi que la Côte d'Ivoire a un plan contre l'Ebola. Et parce que tout de suite, ce plan a été activé. C'est quoi ce plan? Alors, ce plan, c'est des mesures d'abord. Là où le cas a été détecté, au niveau du CHU de Trasheville, il y a eu des dispositions qui ont été prises par rapport aux maladies infectieuses pour essayer de mettre en sécurité tous ceux qui étaient là-bas. Et puis, il y a eu un dispositif en termes de campagne et tout ça qui ont été aussi réactivés. Et donc, je pense que la Côte d'Ivoire a un plan. Mais on peut dire qu'il y a eu plus de peur que de mal. Si au finish, on se rend compte que ce n'est pas un cas d'Ebola, ben, on peut pousser un soupir. Mais je pense que il faut qu'on reste toujours sur nos gardes parce qu'avec la Guinée et certains pays limitrophes, il faut toujours être sur le qui-vive. Alors pour expliquer cette erreur, il y a certains qui parlent de manque de professionnalisme, il y a d'autres qui parlent de déficit de matériel technique. Oh, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que les gens ne sont pas professionnels puisque il y a des gens qui sont allés à l'école, qui ont les compétences, les aptitudes et qui s'occupent de ce programme-là. Mais c'est vrai, ça a été une erreur, ça peut arriver, il faut prendre ça comme ça. Ou bien c'est le matériel qui n'est pas efficient? Ben, je pense que ça a été une erreur, je préfère dire ça comme ça. Et puis, bon, voilà, il faut prendre les dispositions. Voilà. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la gestion de la pandémie à coronavirus, surtout même que les populations croient très peu en l'existence de cette maladie? Je ne crois pas trop parce que vous ferez un sondage, vous verrez que très peu de personnes même ont eu vent de l'avènement d'un cas d'Ebola. C'est pour dire que c'est vrai, aujourd'hui les regards sont plutôt tournés vers la Covid. Voilà. Alors, tout autre sujet à présent, un important gisement de pétrole et de gaz a été découvert dans le bassin sédimentaire de Côte d'Ivoire, selon le ministre des Mines et du Pétrole, Thomas Kamara, qui a précisé que le potentiel peut être estimé de manière préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut d'une part, et d'autre part à environ 1800 à 2400 milliards de pieds cubes de gaz associés. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle en tant qu'Ivoirien? Ben, personnellement, en tant que journaliste, j'avoue que c'est une nouvelle qui est venue confirmer un peu certaines informations que nous avions, à savoir que le sous-sol ivoirien est très riche. Du point de vue des ressources minières et des ressources pétrolières et gazières, la Côte d'Ivoire a vraiment d'énormes potentialités. Et je pense que déjà dans les années 60, au moment où la Côte d'Ivoire accédait à l'indépendance, ces informations étaient sûres. Mais le président Houphouët-Boigny avait pris une option pour que l'agriculture soit promue, pour faciliter le développement, le temps que vraiment les cadres ivoiriens soient formés. Et aujourd'hui, vous allez voir, c'est vrai qu'on parle du pétrole aujourd'hui. Alors, on a beaucoup de potentialités en la matière qui n'ont pas encore été exploitées. Et vous verrez que demain, il y aura encore d'autres découvertes. On parle de pétrole, mais aussi en matière de minerais, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire détient, selon des statistiques très sérieuses, la Côte d'Ivoire détient environ 36% des réserves minières en termes d'or de la sous-région. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne avec cette découverte?
ben, ça va apporter un plus au niveau du PIB dans l'exploitation. Mais il y a un défi, effectivement, vous faites bien de poser la question. Parce que jusque-là, dans la plupart des pays africains, alors, vous savez, les recherches sont très coûteuses. Alors, ce que les gens font en général, c'est que les entreprises qui veulent exploiter ces ressources, eux-mêmes financent les recherches et puis après, ils viennent faire l'exploitation. Alors, selon cette option fait que, justement, dans le partage des revenus, on se retrouve avec des pourcentages insignifiants. Alors, on parle de 90% pour la Côte d'Ivoire, 90% pour la société italienne. Oui, parce que c'est cette société qui a pris le risque d'aller faire les recherches. Et c'est des recherches qui sont très coûteuses. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que le gouvernement ivoirien doit, de mon point de vue, changer de paradigme pour que, dans les années à venir, la Côte d'Ivoire elle-même puisse financer ses recherches. Lorsque la Côte d'Ivoire finance ses recherches, vous comprenez que on ne peut pas aller à ce pourcentage-là. Voilà, on ne peut pas... 10%. Ouais, on peut pas avoir. Vous trouvez que c'est petit? Non, ce n'est pas une question de petit, effectivement. D'un point de vue de la logique, c'est petit, mais quand on sait comment ça se passe dans le milieu, on peut dire que c'est normal. Parce que quand une entreprise vient pour faire des recherches, vous signez d'abord des documents sur la base desquels cette entreprise fait les prospections. Et c'est coûteux, ça demande, pendant des années, ils font ces travaux et c'est après la découverte qu'on fait l'exploitation. Donc, c'est tout à fait logique. C'est logique, c'est votre avis. La prochaine étape de cette émission, c'est le rétro. La semaine passée, la revue de presse au grand format recevait Sam Wakouboué. Il est journaliste, directeur de publication au quotidien L'Expression. À la question de savoir si le RHDP a déjà bouclé la présidentielle de 2025, voici ce qu'il a donné comme réponse. Veut mettre au pouvoir. Il ne faut pas on n'est pas maître de la population. Voilà. Ce serait une bonne chose pour le RHDP de continuer. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sous son pouvoir. Le président Alassane Ouattara a beaucoup travaillé, ça il faut le lui reconnaître. Et il faut le saluer pour tout le travail qu'il a battu au plan des infrastructures, au plan des écoles. Moi, je me rappelle là où, en son temps, quand la ministre Kandia Kamara, aujourd'hui ministre d'État, prenait l'école ivoirienne en 2011. Si on vous montre un rétro de cette école-là, l'état de cette école en personnel, comme en infrastructure, vous allez être étonné. Mais aujourd'hui, quand on regarde, il y a eu un grand travail qui a été fait sous l'auspice du président Alassane Ouattara. Vous avez oublié mais il ne faut pas quand même que... le niveau d'apprentissage aussi des gens. Oh non, le niveau d'apprentissage, ça c'est un autre débat. Alors, César Ebroquier, vous l'avez écouté, 2025 est déjà bouclé pour le RHDP. Il a donné sa position, il estime que ce n'est pas encore bouclé. Est-ce que vous partagez cette position? Je partage tout à fait cette position parce que nous ne sommes qu'en 2021. 4 ans nous séparent de 2025 et beaucoup de choses vont se passer d'ici là. On sait qu'en Côte d'Ivoire, les situations évoluent très vite. Et donc, il ne faut pas aller vite en besogne. Dire que c'est bouclé, c'est géré pour le RHDP, je pense que c'est faire fausse route. Est-ce que c'est le retour de Laurent Gbagbo qui vous fait dire ça? Bon, pas forcément le retour de Laurent Gbagbo, mais je peux dire que c'est un des éléments qui peut peser dans la balance. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le RHDP, on regarde les autres partis, on voit très bien qu'il y a un changement qui est en cours au niveau même des mentalités, au niveau des populations. Parce que c'est vrai, d'aucuns diront que, bon, voilà, pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire est passée d'un stade à un autre. Mais d'autres diront le contraire. Il y a beaucoup de difficultés. Les Ivoiriens ont beaucoup de problèmes. Et donc, ces élections-là, si on va sur la base que ce qu'on appelle les ténors de la vie politique vont se retirer, je pense qu'en 2025,
il aura vraiment un grand coup à jouer. Et je pense que c'est ce qui risque de se passer. Et ce serait le plus grand cadeau qu'ils feront aux Ivoiriens. Mais on attend de voir. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les choses sont jouées d'avance. Vous avez parlé du retrait des 3 grands. Oui. Vous le souhaitez? Personnellement, je pense que ce serait le meilleur cadeau que ces dirigeants, ces leaders qui ont beaucoup donné à la Côte d'Ivoire, même si la loi aux Ivoiriens, leur permet d'être candidats. Ce n'est pas une affaire de loi, c'est une question de, j'allais dire, d'élégance politique. Parce que, vous savez, depuis 90... Est-ce que l'élégance politique aussi, ce n'est pas le respect des textes? C'est plus que le respect des textes, c'est au-delà même du respect des textes. Parce que ces leaders ont fait beaucoup. Ils ont apporté à la Côte d'Ivoire ce qu'ils peuvent. Je pense qu'ils sont au bout de leurs limites. On est arrivé à un moment où il faut donner la possibilité aux Ivoiriens de choisir de nouveaux dirigeants. Parce que les enjeux ont changé. Voilà, c'est mon point de vue. Alors Sam a également dans son intervention a souligné que l'école ivoirienne a connu un progrès avec la ministre Kandia. C'est aussi votre point de vue depuis 2011 jusqu'à ce jour? Bon, on n'a pas les mêmes grilles d'analyse, mais je pense que si vous faites un sondage, vous verrez que beaucoup d'hommes vous diront plutôt le contraire, à savoir que le niveau a baissé, le niveau de l'enseignement a beaucoup baissé. Vous prenez un élève qui est en classe de 3e, même en classe de terminale, vous lui donnez un sujet, la première phrase est truffée de fautes. Et tout le monde est unanime pour dire que l'enseignement, la qualité de l'enseignement a pris un coup. Et je peux même dire que c'est ce qui explique aujourd'hui la tenue donc, des États généraux de l'éducation nationale. Si tout était parfait, vous conviendrez qu'on n'en serait pas là. C'est parce que quelque part, le diagnostic montre que les choses n'ont pas avancé et qu'aujourd'hui, il y a des inquiétudes, qu'on éprouve le besoin de faire ce diagnostic-là pour trouver des solutions pour faire avancer l'école. Alors, le problème au niveau de l'école, c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est au niveau des enseignants ou bien c'est au niveau de la pédagogie? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que ce jour, rien ne va? Je pense que on ne dira pas le problème, mais les défis sont de plusieurs ordres. D'abord, au niveau des infrastructures. Mais aujourd'hui, pour un enfant qui a 6 ans, accéder à l'école publique, c'est un challenge, c'est un défi. Vous arrivez dans une école publique, on vous dit, on prend d'abord les élèves de 6 ans, des enfants de 6 ans. Bon, il y en a qui ont 7 ans, ils ne sont pas éligibles. Mais après 6 ans, quand on passe sur cette base, c'est des classes de 100 élèves. Alors, au niveau des infrastructures, il y a un problème. Au niveau des acteurs, des enseignants, là aussi, il y a un défi. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais tout le monde se plaint de la qualité de l'enseignement. Et donc, à ce niveau-là aussi. Et puis, il y a un autre élément important. Il faut former les gens, il faut éduquer les gens, mais il y a le défi de l'emploi qui est là. D'accord, c'est bien compris. Le micro-trottoir de cette semaine s'intéresse à cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une reconstitution d'actes de viol sur une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire, NCI, au cours d'une émission de vacances. L'animateur Yves Dembélé a été condamné à 12 mois de prison avec sursis assorti d'une amende de 2 millions de francs CFA avec une interdiction de paraître dans une ville de l'intérieur du pays, sauf Abidjan, pendant 2 ans. Qu'en pensent les populations? Voici les réponses qui nous ont été données. C'est grave, à mon sens, c'est un acte qui est grave, en ce sens que l'animateur en question, j'ignore un peu son nom, Yves, voilà, Yves Dembélé. C'est un animateur qui passe sur des chaînes télévisées et ces chaînes-là, des enfants suivent. Donc lorsqu'on évite d'abord un violeur sur une chaîne de télévision, quelle est l'image qu'on veut ramener aux enfants? Quelle est l'image qu'on veut ramener aux téléspectateurs? En mon sens, c'est une façon de porter un regard positif
sur la question du viol. Sinon, un violeur n'est pas un individu qu'on doit venir présenter sur un plateau de télévision. Des enfants peuvent s'identifier à ce violeur. Des enfants peuvent avoir pour, je dirais, pour modèle, pour référence ce violeur. Donc d'abord, sur un point de vue, le point de vue de l'éducation par rapport à nos enfants, c'est quelque chose qui n'est pas du tout correct. Et lui-même, pour son activité, pour sa corporation, je dirais qu'il a manqué carrément. Donc désormais, il faut qu'on puisse interpeller nos autorités sur les différentes émissions qui doivent passer à la télévision. Quand on donne un matelas ou bien on met un violet en scène en train de traduire son acte, c'est une façon de répéter son acte. Et il y a des individus qui sont enclins à cette forme d'infraction-là. Donc de façon indirecte, le violet en question est en train de donner des instruments, des rudiments à ces derniers-là. Voilà. Parce que l'acte a été commis. Parce que ça n'a pas été facile pour elles. Et puis elles ont oublié ça. Et puis il est venu ressasser encore donc, en tout cas, c'est vraiment déplorable. Ça fait mal vis-à-vis des victimes. Et puis vis-à-vis encore de choses du présentateur. Parce que bon, je suis sûre que ça n'a pas été son intention de vouloir frustrer des gens. Mais il l'a fait. Donc, en tout cas, je pense que ça a été très bien. Parce que chaque nouvel acte a une sanction. Mais je suis sûr que face à cette sanction, il a pris conscience, il a vu que ce qu'il a fait en tout cas était mal. Et il va maintenant se remettre en cause pour essayer de s'améliorer. Faire voir ces scènes, expliquer comment on viole une femme. Mais écoutez, quel est l'intérêt? Que la femme se défende ou bien que le violeur dise comment il viole? Comment on prospère dans le viol? Je ne sais pas quel est l'intérêt. Je vais me prononcer sur la vie du viol d'abord, étant donné que c'est considéré comme un meurtre. Voilà. On ne devrait pas venir même à la télé. Voilà, j'ai pas apprécié. C'est pas pour dire que c'est un jeu, c'est quelque chose qui garde vraiment des séquelles à vie. Donc le fait même d'avoir invité le violeur même sur la scène, c'était un truc même vraiment à ne pas faire, c'était une erreur même. C'est comme s'ils n'ont pas considéré les victimes. Parce que là peut-être ils se sont dit qu'ils allaient juste parler de ça, mais ils ont fait l'apologie du viol. Ils ont sensibilisé les gens à les choses. Bon. En voulant faire le buzz, ils ont vraiment réveillé des douleurs en certaines victimes. Donc vraiment, j'ai pas aimé. C'est bien beau, mais je peux dire que avant de venir présenter quelque chose, il y a d'abord une étape. Voilà. Il y a une maquette hebdomadaire mensuelle de la télévision. Donc, je me dis qu'il est venu exécuter sa tâche. Donc la sanction doit être vraiment à double niveau. Au niveau du directeur même, de la chaîne là, et puis au niveau de Yves Bella. Bon, ma réaction c'est que je suis choquée premièrement, vu que je suis une femme. Faire la promotion du viol de la sorte sur une grande chaîne, je crois que c'est pas faisable. Et ma première réaction, c'est que j'étais choquée. J'étais tout simplement choquée. Un homme qui naît d'une femme qui fait l'apologie du viol de la sorte, c'est aberrant. Il ne devait même pas faire ça sur la chaîne. Parce que tout le monde le regarde, tout le monde le suit. Et quand tu montres ce genre de trucs-là, c'est comme que tu es en train d'encourager certaines personnes à demeurer dedans aussi. Donc pour moi, c'était pas bien. Moi, je pense que cette sanction, elle est la bienvenue parce que normalement, un être humain doit faire ça. Tout le monde vous suit. Donc, si vous avez censé 30 jours, c'est encore petit même. On devait le sanctionner pour que ça cède les leçons à d'autres personnes qui ont l'habitude de faire ce genre de trucs-là. Alors, on a écouté les différentes interventions. Certains parlent d'apologie du viol, de pédagogie sur le viol. Yves Dembella, dans une de ses réactions, a affirmé que son intention était de sensibiliser. Dans quel camp vous vous situez? Non, mais je pense qu'il n'y a pas de débat. C'est une faute professionnelle. Et vous avez vu la réaction des Ivoiriens. Je pense que c'est à condamner. Tout le monde a condamné. On ne peut pas dire autre chose. C'est vrai que l'intention de l'animateur, c'était effectivement de montrer comment il faut se protéger. Mais entre l'intention et ce qui a été posé comme acte, il y a vraiment un écart. Je peux même dire que ce qui a été fait va à l'encontre de ce qu'il voulait montrer. Alors, les sanctions ont été prises. Il a été sanctionné à 12 mois de prison avec sursis, interdiction de paraître dans
une ville à l'intérieur du pays pendant 2 ans. Ces sanctions, pour vous, est-ce qu'elles sont suffisantes? Ou bien il fallait aller au-delà encore? Il y a certains qui parlent de sanctions même de la chaîne NCI. Effectivement, ça pose problème. On ne peut pas ne pas s'interroger par rapport au support qui a permis donc de faire ce qu'on appelait l'apologie du viol. C'est vrai que l'animateur a été sanctionné. Du point de vue des principes, je pense que c'est une bonne chose. Mais on ne peut pas ne pas s'interroger par rapport donc, au support. C'est une question qui reste posée et je pense que c'est une insuffisance. Vous estimez que Yves a été abandonné par la direction? Non, Yves n'a pas été abandonné par la direction. La direction a même sanctionné Yves parce que je pense que c'est vrai, c'est un animateur, mais en tant que professionnel, lui aussi, à son niveau, je pense que il doit faire preuve de professionnalisme dans ce qu'il fait. Donc, si je comprends un peu, face à la réaction, je comprends l'attitude de la direction, mais la direction n'avait pas tellement par rapport à Yves, mais la direction avait plutôt à rendre compte aux Ivoiriens. Et ils se sont excusés, mais je vais dire que par rapport aux structures de régulation et même à la justice ivoirienne n'a pas fait son travail. Je pense qu'on peut s'interroger par rapport donc, au traitement qui a été réservé donc, à la chaîne. Voilà. Alors, selon vous, comment en sommes-nous arrivés là? On appelle un ex-violeur sur une chaîne de télévision pour faire une démonstration de viol. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Je pense que vous posez là une très bonne question. Parce que là, depuis, je pourrais dire, cet incident, c'est vrai, il y a eu beaucoup de réactions. Et là, moi, j'apprécie ces réactions. Ça veut dire que, du point de vue des Ivoiriens, il y a une opinion, il y a une certaine conscience qui prend forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens suivent. Et quand il y a un fait de société qui n'est pas normal, les gens dénoncent. Ça, c'est le premier aspect et je pense que c'est quelque chose de positif. Mais je m'en vais vous dire aussi qu'on ne doit pas s'arrêter à là. Et c'est ça qui est, moi, ma question. Lorsqu'on a fini de dire c'est mauvais, l'autre question qu'on doit poser, c'est on fait quoi? Et c'est le plus important. Mais cette question n'est pas souvent abordée. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas que ça se reproduise? Quelles leçons il faut tirer donc de cette situation? Je pense que ce sont des questions pertinentes. Voyez-vous, les grandes nations sont ces nations-là qui connaissent des problèmes, qui tirent des leçons et demain qui deviennent des États forts. On est dans une situation, on vit une situation où on dit, bon, il y a eu apologie de viol. Et que les médias, on se rend compte que les médias sont des vecteurs importants. Et donc, il y a des dispositions à prendre. Quelles sont les structures qui interviennent sur le dossier du point de vue du gouvernement, du point de vue des ONG, et quelles dispositions prendre pour ne pas que demain, on arrive à de telles situations, et pour ne pas aussi que ça se répète. Et je pense que c'est la question à laquelle tout le monde doit réfléchir aujourd'hui. Voilà, c'est très important. Il faut que on ne doit pas laisser comme ça. Est-ce qu'on peut prendre des garde-fous? Est-ce que le gouvernement va prendre d'autres mesures du point de vue du contrôle, mais aussi du point de vue de l'éducation? Voilà, il y a quelque chose à faire. Selon vous, quelles conséquences cela peut avoir sur la société? Je pense que tout a été dit. Mais lorsqu'on fait l'apologie d'un tel crime à la télé, ça peut jouer sur l'éducation des enfants. Ça peut aussi jouer sur même la culture. Parce que vous savez que nous c'est vrai qu'à Abidjan, la Côte d'Ivoire, c'est un brassage culturel, mais on a nos cultures. Voilà. Et si aujourd'hui, on veut faire passer des choses dans l'opinion, dans l'esprit des gens, ça peut heurter les sensibilités. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est quand même dangereux. Alors, vous avez parlé des solutions. À votre niveau, qu'est-ce que vous proposez comme solution
pour ne pas que pareille situation se reproduise? Oui, mais je pense que y a pas... C'est vrai qu'on peut prendre des dispositions, mais ça ne va pas mettre à l'abri de ces dérapages. Quand vous parlez de dispositions, ce que je vais dire, d'abord, c'est la question qui est au fond de l'affaire, c'est d'abord la question du buzz. C'est vrai que c'est sur la chaîne NCI, mais il faut trouver l'origine dans ce qu'on appelle le buzz. Il y a de cela quelques mois, Google a fait une étude qui a démontré qu'en Côte d'Ivoire, les mots-clés qui reviennent lorsqu'on fait les recherches, c'est Arafat Didier, c'est tout ce qui tourne autour du buzz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont sur Internet rien que pour s'amuser. Alors que Internet, c'est un outil pour l'éducation. C'est un outil pour faire du business, pour faire du commerce. Alors aujourd'hui, pour en revenir à votre question, je pense qu'il faut que les autorités traitent cette question. Parce que Internet, c'est un outil, mais les gens n'ont pas été éduqués, les gens ne sont pas suffisamment éduqués au bon usage d'Internet. Donc, il y a un travail à faire de ce point de vue-là. L'autre chose aussi, au niveau même du contrôle, il y a des structures de régulation et d'autorégulation au niveau des médias. Je pense que je ne vais pas faire leur travail à leur place, mais il y a des dispositions à prendre après une telle situation pour ne pas que les choses se reproduisent. Mais quand vous parlez de dispositions, vous parlez de quoi concrètement? Je parle de mesures de contrôle. Il y a des chaînes de télé qui sont là, qui ont eu l'agrément, ils ont un cahier des charges, ils ont des obligations. Alors, on peut s'asseoir pour regarder. Aujourd'hui, voilà, il y a des émissions, des distractions qui passent sur ces chaînes de télé. Comment on peut faire en sorte que le contenu ne heurte pas la sensibilité? Comment faire en sorte que le contenu des émissions ne va pas contre les bonnes mœurs? Je pense que c'est des questions que ces structures-là peuvent traiter. Vous avez parlé du buzz, c'est la recherche du buzz qui envoie tout ça? Je ne veux pas être catégorique, mais je dis que c'est une étude qui montre clairement qu'en Côte d'Ivoire, les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés pour le buzz. Et quand on fait les recherches, les gens vont sur Internet pour des recherches et ce qui revient, c'est que c'est le buzz qui intéresse le plus les personnes. Donc, il y a un travail, il faut éduquer les populations pour que Internet devienne plutôt un outil qui serve à quelque chose. Parce que dans d'autres pays, les gens utilisent Internet pour faire l'éducation, pour faire du business, pour se former. Quand les gens doivent faire des recherches pointues, aujourd'hui, tout est sur Internet. Comment faire en sorte que les enfants restent dans ça? Je pense que c'est un grand défi. On en vient à la dernière partie de cette émission qui s'intéresse au focus média africain. Pour cette semaine, on a choisi de vous conduire au Cameroun. Au Cameroun, on y va. Focus média africain de ce jour, c'est le Cameroun qui nous intéresse. Selon l'anecdote, le président de la République, Paul Biya, annonce une embellie au titre du budget 2022. Le billet hebdomadaire indique que dans une circulaire rendue publique le lundi 30 août 2021, le chef de l'État a précisé les axes majeurs de la politique budgétaire du prochain exercice. Selon le confrère, la mise en service des grands projets de première génération, la reconstruction des régions en crise, le renforcement de la cohésion sociale et du processus de décentralisation sont entre autres des pistes proposées par Paul Biya en vue de booster la croissance économique du pays. De son côté, Relais d'Afrique touche du doigt l'alternance au sommet de l'État en indiquant que la candidature de Franck Biya, fils de l'actuel président camerounais, se précise pour 2025. Selon le journal, c'est la conclusion finale issue de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Douala le samedi 28 août 2021. Pour lui, le silence des partis politiques existants au Cameroun semble créer l'unanimité à ce sujet. Le Covid-19 impose l'importation du sucre. C'est l'information donnée cette semaine par l'économie. 75 000 tonnes de sucre sont à importer au titre de l'exercice budgétaire 2022, fait savoir le quotidien qui précise que le déficit de l'offre sur le marché national est estimé à 50 000 tonnes. Du football pour clore. Présidence FECAFOOT, Samuel Eto'o, cible principale de l'exclusion des binationaux, attitré dans le courant de la semaine actucameroun.com. Pour le site du côté de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT et son président actuel, Seydou Mbombo Njoya, l'on semble se préparer à une telle éventualité au regard des dispositions des textes de la fédération stipulant que les personnes disposant de la double nationalité
nationalités ne pourront pas être candidates. Le confrère fait savoir que beaucoup de personnes voient en cette loi un moyen d'écarter Samuel Eto'o de toute tentation de briguer la présidence de la Fédération camerounaise de football, ce qui ne manque pas de créer la polémique. Ainsi s'achève ce Focus Média africain consacré au Cameroun. À la semaine prochaine. Votre commentaire après avoir regardé cet élément vidéo, notamment sur la question de la succession de Paul Biya. Alors, ce qui se passe au Cameroun n'est pas étranger à ce qu'ont connu un certain nombre de pays africains, à savoir que lorsque les pères, ce qu'on appelle les pères des indépendances doivent partir, il y a toujours ce problème de succession qui se pose. Et donc, Paul Biya est là depuis 3 décennies. Et donc, aujourd'hui, c'est une patate chaude. Comment il doit partir? On sait très bien qu'il a un certain âge. C'est vrai que dans le couloir, on parle de son fils, mais c'est vraiment malheureux qu'on en arrive à de telles situations parce que ailleurs, comme chez nous en Côte d'Ivoire, ça a débouché sur des crises avec des victimes et tout ça. Et donc, vous en parlez avec beaucoup de dépit, de tristesse? Non, mais je vais dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne devait pas être à ce stade-là, puisqu'on a vu beaucoup d'exemples, on a vu beaucoup de situations. Je pense que l'humanité a évolué et donc pour moi, si on montre des comportements qui tendent à dire qu'on est resté au même niveau, c'est vraiment malheureux. Voilà, il faut aujourd'hui embarquer dans le train du développement. Un pays, la démocratie, c'est le fondement du développement. Qui parle de démocratie parle aussi d'alternance au pouvoir. On ne peut pas faire plus de 30 ans et puis après passer le flambeau à son fils comme dans une monarchie. Il y aura une présidentielle, ils vont compétir tous. Oui, mais c'est le système qui reste. Voilà, et ça va crisper, ça va entraîner des crises. Si après 30 ans, c'est Biya fils qui vient, vous conviendrez que ça peut alimenter des tensions. Voilà. Alors, un autre sujet, c'est l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Avec Samuel Eto'o fils, il y a une loi sur la double nationalité qui risque d'écarter Samuel Eto'o fils. Ce serait vraiment dommage du point de... Ce serait dommage parce que je pense que aujourd'hui, des joueurs comme Samuel Eto'o peuvent apporter quelque chose au foot africain. Quoi? Voilà. Ils peuvent aider le football, l'organisation de football à décoller. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de défis encore dans les pays africains. Voilà. Et donc, étant donné que ces pays, ces athlètes ont eu la chance d'évoluer en Europe et que ces athlètes ont des carnets d'adresses fournis, je pense que ça peut aider. Voilà. Mais si il doit être écarté... C'est un complot contre Samuel Eto'o, vous pensez? Non, je n'irai pas jusqu'à parler de complot, mais je pense que Samuel Eto'o a de la compétence. Il a aussi de la compétence à mettre en valeur au service du football camerounais. Et il a annoncé sa candidature, il a dit qu'il ira jusqu'au bout. Voilà, et on verra comment ça va se passer. Mais c'est toujours malheureux qu'il y ait des joueurs qui sont pétris de talent, mais qui ont un carnet d'adresses, qui ont de l'expérience, ne puissent pas aider le continent africain. Mais ce sont les textes qui le disent. Si la loi dit que pour être candidat à l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football, il ne faut pas avoir une double nationalité, il faut respecter la loi. Je n'en disconviens pas, mais... Il a la nationalité espagnole, il a celle du Cameroun. Je n'en disconviens pas. Si quelqu'un vous disait, mais au moment où Eto'o devait jouer, pourquoi à ce moment-là, vous n'avez pas trouvé nécessaire de dire tu as une double nationalité, donc tu ne dois pas jouer au Cameroun? Vous voyez un peu ce que ça fait. Voilà, ça veut dire que c'est une loi, on dirait, quelqu'un dirait à géométrie variable, ça pas à géométrie variable ici dans le cas d'espèce, mais quand il s'agit de venir jouer en sélection, bon là, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit de prendre la tête de la fédération,
Là, maintenant, on se rappelle que, bon, voilà, donc il faut aussi voir tout ça. Alors, César, c'est inélégant. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin? Ben, je voulais vous dire merci pour cette opportunité qui nous a permis quand même d'égrener les faits majeurs de l'actualité. Et voilà, je pense que les Ivoiriens vont vous suivre parce que c'est une tribune qui permet effectivement une tribune de débat. On en a toujours besoin, c'est toujours important. Alors, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes vos analyses. Je précise que César Ebroquier, excusez-moi, César Ebroquier est journaliste au quotidien Notre Voix. Il était avec nous pour ce décryptage de l'actualité de la semaine du lundi 30 août au vendredi 3 septembre 2021. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur l'Intelligente TV pour une autre émission de la revue de presse grand format.